uniquement pour avoir l'air poli. Roulement de tambour, il n'y a plus de TVQ ça a été annoncé, Karima, à la fin mai par le gouvernement de Christine Fréchette. Et là, c'est terminé à compter d'aujourd'hui. Plus de TVQ sur les produits suivants: salade de fruits, plateau et arrangement de fruits et de légumes préparés, les barres tendres, les mélanges de graines, céréales, noix ou de fruits séchés, arachides, papier de toilette. Là, je le fais une petite liste. Là. Papier de toilette, mouchoir en papier, portions individuelles, moins de 200 grammes ou plus qu'un petit lot de 6 beignes, biscuits, croissants, gâteaux, muffins, crème dessert. OK, là, j'arrête. Il n'y a pas beaucoup de choses. Non, il n'y a pas beaucoup de choses. Pas beaucoup de choses. Les portions individuelles, il y en a beaucoup dans les portions individuelles, mais tu n'as pas tant de produits que ça. Là. Les salades de fruits, plateaux de fruits, les arrangements de fruits, crème dessert aromatisée, comme crème yogourt et lait glacé, des sorbets. Mais quand tu regardes, quand même, c'est pas tant de produits que ça. Là. Pas de produits que ça, sauf que moi, depuis que ça a été annoncé fin mai, j'ai trouvé bizarre la réaction de beaucoup de personnes qui sont à droite sur le plan économique, puis qui disent bon, ça va juste nous faire économiser ça, il aurait fallu aller plus loin, ou regardez comment c'est ridicule. Là. Est-ce que vous êtes contre l'abolition de la TVQ sur ces produits-là, ou juste? Ou j'ai de la misère à vous suivre. Oui, c'est pas assez. Oui, c'est pas toute une politique publique, on va s'entendre là-dessus. Oui, c'est pas beaucoup de produits. Mais comment je veux dire, est-ce que c'est juste par cynisme qu'on s'oppose à ça? Moi, je suis pour, là. Je veux dire, on enlève une taxe, Colin. On va la célébrer quand ça arrive, ces événements-là. Ben, moi, sincèrement, je ne suis pas impressionnée. Moi, j'ai l'impression que c'est un effet d'annonce. Hein? On fait flasher les lumières, mais dans les faits, tu sais, si tu achètes des fruits qui sont pas coupés, ça va te coûter moins cher. Donc là, tu vas enlever la taxe sur des produits, finalement, qui sont très spécifiques. Tu sais, des salades de fruits, plateaux et arrangements. Entre toi et moi, là, à part peut-être... les arachides, les noix de cajou, des graines salées assaisonnées, le papier de toilette, là, mouchoir en papier, mettons ça, c'est comme OK. Mais pour le reste, je trouve que c'est vraiment dans l'effet d'annonce. Là, ça touche pas tant... Je veux dire, si tu te nourris essentiellement des crèmes dessert aromatisées, du yogourt, du lait glacé, puis des plateaux, des arrangements de fruits, des barres tendres, qui peut-être des collations pour les enfants. Non, moi, j'ai l'impression que c'est comme une mesure cosmétique. Puis c'est une mesure cosmétique qui va quand même coûter 100 millions de dollars à l'État. Ça dit que ça va faire économiser à peu près 50 $ par année aux ménages. Je suis même pas sûre quand je regarde la liste des produits, puis dépendamment de l'utilisation. Donc, franchement... Non, mais t'es pas impressionné, je comprends. Non, mais c'est beaucoup de... Je trouve que c'est un show de boucan. À la CAQ, ils font ça. Est-ce que tu aides vraiment les gens ou tu fais le show de boucan pour t'aider toi-même d'un point de vue électoral? Je pense que je suis plutôt sur cette option. Oh, moi, je suis pas sûr. Le show de boucan de la CAQ à quelques semaines d'une élection, j'ai jamais vu ça de ma vie. Gabriel Giguère de l'Institut économique de Montréal, analyste senior, est avec nous. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Si tu as bien attrapé ce que je disais au début, quand même, j'ai entendu du monde de droite dire ridiculiser la mesure. À un moment donné, la mesure, elle est là. Donc, on la salue ou pas? Moi, je pense qu'on peut la saluer en matière de politique publique. Ça reste une diminution de taxes. Puis juste pour bien comprendre, là, quand on dit détaxer, qu'est-ce qui est détaxé aujourd'hui à l'épicerie? Les fruits, les légumes, la viande, les produits laitiers sont déjà détaxés. Donc, on les détaxera pas à nouveau. Faut aussi également voir que la crème glacée pour les contenants de plus de 500 ml, 500 grammes, c'est détaxé. Mais quand c'est en dessous de ça, donc si vous voulez juste une petite Häagen-Dazs ou un autre type de crème glacée dans un plus petit format, ben là, vous allez payer la taxe. Donc, il y avait, je pense, un certain manque de cohérence ici. Et donc, je le prends bien. Si c'est 50 $ comme les estimations qui ont été mises de l'avant sont vraies, je pense que c'est une bonne chose. Après ça, Karima a dit quelque chose d'intéressant aussi, hein, sur le contexte politique. Est-ce qu'on parle d'un show de boucan? Probablement qu'on essaie de faire un effet politique, mais si j'essaie d'isoler l'abolition de la taxe, collectivement, on devrait s'en réjouir parce que je connais personne qui utilise pas de papier de toilette. Je connais peu de personnes également qui utilisent pas de mouchoir, de sorte qu'on va tout en bénéficier à différents degrés, certes, mais concrètement, on devrait être content. D'autant plus, là, je le rappelle, on l'a vu il y a de cela quelques semaines, hein, les derniers chiffres de l'inflation au Québec, ce qu'on constate, c'est qu'on est à 3,6% d'inflation. L'inflation alimentaire acheté en magasin, là, donc j'exclus les restaurants, ce qui est directement visé, on est à 3,7% au Québec, donc très élevé, très loin de la fourchette de 2%. Quand on élimine des taxes, c'est bon pour les consommateurs. OK, mais pourquoi on s'est arrêté à ces produits-là? Puis comme je dis, c'est quand même spécifique. À part, là, ce que je disais, les arachides, peut-être les noix de cajou, papier de toilette, mouchoir en papier. Pour le reste, c'est quand même assez cosmétique, là.
c'est très spécifique, puis on touche vraiment à ce qui n'était pas détaxé sur les petits formats, mais qui l'était dans les plus gros formats. Donc ça, ici, je pense que c'est une forme de mesure de cohérence. Après ça, évidemment, là, si on me demande, moi qui travaille à l'IEDM, est-ce qu'on devrait détaxer davantage? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est important, simplement parce que la pression fiscale est la plus élevée au Québec. Donc, tout naturellement, on devrait réduire les taxes davantage. Maintenant, je pense ici qu'il faut faire attention. Parce que le mieux peut être l'ennemi du bien. C'est-à-dire si on abolit des taxes qui donnent 50 $ par année pour les Québécois, c'est pas énorme, hein, 50 $, mais c'est ça de plus dans nos poches, puis je pense qu'on devrait être content de ça. Maintenant, si du Québec veut aller plus loin, la première chose à faire, puis j'ai fait un papier là-dessus le mois dernier, c'est d'aller faire de la pression à Ottawa pour l'abolition de la gestion de l'offre. Parce que j'ai quantifié, c'est quoi l'impact sur les portefeuilles des ménages québécois, canadiens, donc aussi des ménages québécois. Et ce qu'on voyait, c'est quand on est les 20% les moins nantis, donc ceux qui consomment moins d'aliments, notamment moins de lait, moins d'œufs, moins de poulet, moins de bœuf, tout ça, ben concrètement, l'abolition de la gestion de l'offre pour le ménage, c'est 280 $ de plus. Donc, si on va aller chercher des centaines de dollars de plus, on a des leviers. Évidemment, Québec peut pas prendre sa décision toute seule, malheureusement, aujourd'hui. Par contre, il n'en reste pas moins que sur le plan alimentaire, on peut agir et je pense que ce type de pression-là ferait du bien aux ménages québécois. Tu sais, on dit, je riais tantôt là, du show de boucan de la CAQ parce qu'effectivement, il y avait eu les chèques de 500 $ aussi. C'est pas un peu normal quand même là, d'arriver proche d'une élection que de faire des cadeaux comme ça? Est-ce que la bonne réaction, c'est d'être offusqué par rapport à ça? Ou la bonne réaction, c'est de se dire, je veux dire, c'est comme ça que ça marche, la politique aussi, là? Non, il y a deux éléments. Le chèque de 500 $, c'est une chose. C'est un vrai cadeau, là. Tu sais, entre guillemets, voici 500 $. Si je suis élu avec un beau clin d'œil, là, ici, ce qu'on dit, c'est « je vous punis moins ». Il faut vraiment faire attention parce que une taxe, c'est une punition. Quand on réduit une taxe, quand on l'abolit, on punit moins le contribuable qui est déjà assez taxé au Québec. Donc, après ça, quand on pense aux élections, évidemment qu'on peut pas être surpris qu'il y a des baisses de taxes ou des chèques. Mais quand on regarde la mesure, pour la mesure, pas juste pour le... Je pense que collectivement, on doit être content d'avoir une moins grande pression fiscale. Si le gouvernement du Québec avait dit en mai, on va suspendre la taxe sur l'essence de 19,2 sous. J'espère qu'on va pas juste dire, là, c'est une mesure électorale. Parce que même si c'est ça, à la fin de la journée, vous autres, c'est peut-être la différence entre aller au cinéma en famille ou aller au restaurant en famille, puis vous aviez pas le budget avant. Mais l'argent maintenant est dans vos poches à cause de ces mesures-là. Donc, faire la part des choses est important, de regarder le côté politique, mais également d'isoler quelle est la mesure que le gouvernement fait. Une baisse de taxes, c'est bon. Peut-être que vous n'allez pas acheter des petits noix ou un petit contenant de crème glacée, mais c'est sûr que vous allez acheter des papiers mouchoirs, c'est sûr que vous allez acheter également du papier de toilette. Donc, on va tous en bénéficier. Soyons simplement... lucide sur le plan politique, même si on aime bien la mesure de politique publique. Mm-hmm. En tout cas, c'est intéressant parce que c'est toujours de trouver cet équilibre entre on veut donner évidemment plus de lousse aux familles, on veut que les gens puissent avoir davantage leur argent qu'ils gagnent à la sueur de leur front, puis en même temps, on voit aussi ce que ça coûte. Parce qu'à un moment donné, c'est collectivement, on le paye aussi. Là. Quand ça va coûter 100 millions quelque part, c'est 100 millions de moins aussi dans les coffres de l'État, bien là, c'est des services, c'est autre chose. Donc, c'est de trouver cet équilibre qui est quand même difficile. Et ce qui est difficile aussi, parlons de ça, de l'innovation médicale. Gabriel Giguère de l'IEDM voulait dire qu'au Canada, notre système de santé, c'est quoi? Il est trop centralisé, on n'est pas bon sur l'innovation? Exactement ça. Au Canada, notre système est trop centralisé et l'innovation médicale tarde énormément. On a des bons exemples, les robots, plutôt l'assistance robotisée en chirurgie, c'est très peu développé au Canada. Le fait que la pression également politique d'avoir potentiellement une approche technologique qui pourrait, je mets des guillemets parce que ça va très bien, là, cette approche-là, mais mal virée, le coût politique est beaucoup plus élevé que les vertus des impacts positifs de l'innovation médicale. Donc, le politicien au pouvoir, il va se dire, si on va de l'avant avec ce type d'innovation médicale, lui va essuyer la chaleur s'il y a quelque chose qui va mal. Par contre, si les choses vont bien, c'est sur le long terme pour le patient. Alors ici, c'est assez dramatique parce que quand on pense au robot chirurgical, on a 25 unités au Canada. Si on compare en Allemagne, on en a beaucoup moins par million d'habitants. Évidemment, par rapport aux États-Unis, on en a beaucoup moins. Et c'est une question d'incitation ici, là, d'être dans la théorie des choix publics où les politiciens n'ont pas nécessairement
une incitation à aller de l'avant ici parce que dès que ça va peut-être un petit peu moins bien que prévu, la chaleur politique est essuie directement, tandis que les bienfaits à long terme sur les patients, ben, ça résonne beaucoup moins. Et donc, on est dans une situation ici où on n'a pas nécessairement accès à toute l'innovation médicale. Un autre bon exemple, c'est la protonthérapie qui est utilisée pour certains types de cancers. Le Canada est le seul pays parmi le G7 qui n'ont pas accès à cette technologie-là. Donc, en Ontario, on envoie des patients aux États-Unis se faire traiter. Donc, on comprend que c'est très, très long et malheureusement, il faudra avoir certaines réformes pour changer la chose, notamment une dynamique de concurrence entre les hôpitaux dans le système canadien. Puis je dis le système canadien, évidemment, c'est de compétence provinciale, soyons clairs, mais quand on additionne l'ensemble des systèmes provinciaux, on constate que l'innovation médicale est très, très longue avant d'arriver au Canada. En même temps, Gabriel, je regarde le cas de la protonthérapie où on prend quelqu'un qui a besoin de ce traitement-là, on l'envoie aux États-Unis, c'est un cas particulier, mais les cas où on n'a pas ce qu'il faut pour traiter des gens puis on les traite autrement, si c'était un vrai gros problème au Canada, notre espérance de vie serait pas plus élevée que dans des pays où on a ces technologies-là et où on a ces robots-là. C'est-à-dire qu'on dirait qu'on se débrouille quand même sans ces technologies-là. C'est très intéressant ce que tu dis parce que tu me parles d'espérance de vie. Je pense aussi qu'il y a une notion de qualité de vie qui est super importante quand on arrive avec l'innovation médicale qui permet de traiter mieux un type de problème de santé, là, prenons la protonthérapie, que des alternatives, ben là, on se dit, nous, on y a pas accès. Certes, on pourrait peut-être prolonger la vie puis il y a une certaine qualité de vie, mais pourquoi ne pas avoir accès à ce type d'innovation médicale? Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème d'incitation. Et c'est ici que c'est important de voir, par exemple, en Allemagne, où lorsqu'on a une concurrence entre les hôpitaux et qu'on voit le patient pas simplement comme un coût, mais comme un revenu, notamment qu'on est payé à l'acte, ben, le patient, lui, se dit, moi, j'ai besoin de ce traitement-là, je vais aller dans l'hôpital privé qui offre ce service-là. Une attractivité, l'hôpital va faire plus d'argent, il va investir davantage pour avoir plus de machines. Au Québec et au Canada, plus largement, cette concurrence-là dans le système hospitalier n'existe pas. C'est pas seulement sur l'innovation médicale que ça affecte, on peut penser également au délai que les Québécois et les Québécoises doivent attendre lorsqu'ils sont dans les salles d'urgence. On voit, depuis l'arrivée de la coalition Avenir Québec, une augmentation du temps d'attente dans les salles d'urgence. Donc, ça n'est qu'une autre incarnation de ce manque de concurrence dans le système hospitalier. Mais l'innovation médicale, ou plutôt la lente adoption des innovations médicales est également une autre incarnation là, de ce manque de concurrence et donc de ce manque d'incitation pour le système hospitalier à aller de l'avant avec des technologies nouvelles qui permettent de mieux traiter les patients québécois et canadiens. Oui, mais là, on comprend évidemment votre point, là, que vous êtes plus pour davantage de privé. C'est un autre débat aussi dans la mesure où on a fait un choix de société. On essaie encore d'y croire, même si c'est compliqué, puis que ça a des impacts sur l'accès aussi, sur les délais. Il y a cette idée-là. Et peut-être ne pas sous-estimer le déficit pour les infrastructures. Quand on regarde ce matin, là, cette annonce-là, bon, qui était prévue quand même dans le budget depuis le mois de mars, mais on parle de Christine Fréchette là, qui annonce pour le 672 millions de dollars pour les travaux à l'hôpital du côté de Longueuil, l'hôpital Charlemagne. Il y a peut-être cet enjeu-là qu'on se dit, on va réparer déjà qu'est-ce qu'on a avant d'aller vers ces innovations particulières. Il y a ça aussi dans la balance, là. Ah, ça, j'ai plein d'idées pour le déficit de maintien d'actifs. On pourrait se faire un 10 minutes juste sur ça. Ah, c'est bon, là. Ça. On va faire une chronique là-dessus la prochaine fois. On n'aura pas le choix parce qu'effectivement, c'est un super bon point, là. L'investissement pour le maintien d'actifs est ultra important. Il y a d'autres choses à faire avec le réseau routier pour s'assurer de débloquer des fonds pour la santé. Donc, ça, c'est une discussion en soi. Mais je veux juste revenir sur un élément, Karima, que tu as dit qui me semble tellement important. Puis je suis persuadé que tous les Québécois le ressentent, là. C'est la chose qui est la suivante. Les Québécois, ce qu'ils veulent, c'est pas avoir accès à une liste d'attente. Je pense que le public a été sursacralisé. Ce qu'on veut, c'est être traité. Ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'avec nos impôts, on paye notre système de santé. Et donc, avec la carte soleil, là, la RAMQ, là, la fameuse carte soleil pour l'assurance, en tout cas, la RAMQ, pardonne-moi, ben, on puisse être traité dans le public, dans le privé, que ce soit à but lucratif, sans but lucratif. Ce qu'on veut, c'est être soigné. Donc, la personne devant moi, soit un fonctionnaire ou pas, je suis pas persuadé que ça fait partie de l'ADN québécois. Donc, il va falloir réfléchir à ça également, peut-être pour octobre 2026, que sais-je. Merci beaucoup, Gabriel Giguère. Au plaisir.